Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous, en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultantes et des consultants, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Daphné, bienvenue sur Allo fait dodo. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir pour parler de portage. Aujourd'hui, le portage, c'est votre cœur de métier. C'est autour du portage notamment que vous accompagnez les futurs parents ou les jeunes parents. On va voir aujourd'hui ce que c'est exactement, en quoi ça consiste le portage. Vous allez pouvoir nous définir tout ça. Déjà parce que certains parents ou futurs parents n'en ont pas vraiment entendu parler, en tout cas ne savent pas forcément ce que c'est. L'idée, ça va être de venir le définir, de venir voir pourquoi c'est si intéressant pour bébé notamment, mais pour les parents aussi. Et puis bien sûr, comment faire, en quoi ça consiste, comment on peut mettre en place le portage dans son quotidien. Dans un premier temps, Daphné, avant de rentrer justement dans le vif du sujet, je vous propose de prendre quelques minutes pour vous présenter et nous parler de votre parcours en 2 mots. Oui, bien sûr. Alors déjà, bonjour à tous. Alors moi, je suis Daphné. J'ai mon entreprise qui se nomme À Portée de Bisous. Bon, À Portée de Bisous, c'est très parlant, hein. C'est un nom que j'ai choisi en lien forcément avec mon activité principale qui est le portage. Puisqu'un bébé, quand il est bien installé dans un moyen de portage, on dit qu'il doit être à portée de bisous. Donc voilà, ça a été assez logique d'appeler ma petite entreprise comme ça. Je suis monitrice de portage depuis 2020. Donc, en quoi ça consiste? Ça consiste à animer des ateliers de portage, donc d'initiation ou bien de perfectionnement auprès des futurs ou jeunes parents. Donc, je me déplace principalement à domicile et donc j'accompagne ces parents désireux de porter leur futur bébé ou bien leur tout jeune enfant dans un moyen de portage. Voilà, le choix est tellement vaste que les monitrices sont là pour présenter un petit peu et pour voir des installations sécurisées autour de tous ces moyens de portage et surtout choisir celui qui peut nous convenir, le choix étant tellement large. Mais quand on parle de portage, est-ce que c'est forcément avec un moyen de portage? Finalement, le fait d'avoir son bébé tout le temps dans les bras, on appelle ça du portage quand même ou pas? C'est du portage. D'ailleurs, c'est une introduction aux ateliers de portage. Le portage à bras, c'est ce qu'il y a de plus universel. Donc forcément, ça mérite aussi d'en parler, parce que là, c'est vraiment à la portée de tous. On porte tous dans nos bras, que les enfants soient petits ou grands. Donc le portage à bras est également du portage. Ceci dit, forcément, ça paraît un petit peu moins compliqué que d'utiliser un moyen de portage. Donc en atelier, on parle surtout des moyens de portage, c'est sûr. Oui, et puis j'imagine que grâce aux moyens de portage, on peut porter plus longtemps, c'est plus confortable. Euh, En tant que parent, j'imagine que c'est un peu la continuité aussi si on veut porter bébé qui grandit. Mais on en parlera peut-être juste après. Si on veut porter en tout cas bébé en ayant les mains libres. Alors oui, forcément, donc les avantages sont vraiment multiples, peut-être qu'on y reviendra plus tard. Mais donc comme vous parlez de porter bébé plus longtemps, forcément, par rapport au portage à bras qui déjà sollicite un ou deux bras, le portage d'un bébé dans un moyen de portage va nous permettre déjà de libérer les bras.
donc de pouvoir continuer à vivre, nous, en tant que porteurs, tout en répondant aux besoins du bébé que l'on porte. Et forcément, oui, sur des durées beaucoup plus longues qu'on aurait pu le faire dans les bras, en balade, à la maison. Voilà, sur des durées indéfinies, on va dire, tant que ça Oui. convient à tout le monde. Et j'ai bien aimé tout à l'heure parce que vous avez utilisé le terme de sécurité. Et c'est vrai qu'effectivement, surtout quand le bébé est tout petit, le fait de le porter dans les bras, si on a besoin d'un autre bras de libre, ça peut vite être délicat par rapport à sa tête, par rapport à son positionnement, à sa tonicité. Alors que là, avec le moyen de portage, on vient sécuriser bébé. Oui, absolument, forcément, continuer à vivre en ayant son bébé dans les bras, sans moyen de portage, forcément, on se met parfois dans des situations un petit peu, compliquées quand on doit, je sais pas, passer en cuisine ou bien, faire, quelque chose d'urgent avec un bébé dans les bras. Donc forcément, le moyen de portage vient sécuriser, les 2, hein, donc c'est sécuriser les parents qui se sent forcément beaucoup plus libre de ses mouvements en sachant son bébé en sécurité bien installé. Et puis voilà, une sécurité pour le bébé qui ne risque absolument rien contre son porteur. Je ne dis pas son parent parce que tout le monde peut porter forcément. Donc voilà, la sécurité est un gros chapitre de l'atelier de portage. Alors, vous nous avez dit que ce n'était pas forcément si évident de choisir son moyen de portage. On parle de sécurité, on parle de devoir faire des choix, de se renseigner. Euh, Finalement, on pourrait se dire, bon, je vais peut-être pas porter mon bébé, finalement il est très bien au sol, ou dans une poussette, ou dans un transat. Quel est l'intérêt d'investir ce temps, en fait, et cette énergie pour ensuite avoir un portage qui peut être finalement prolongé? Quel est l'intérêt pour le porteur et pour bébé? Alors, oui, alors je ne porte pas, c'est ce que font certains parents d'ailleurs, et qui n'ont aucun inconvénient à ne pas porter leur bébé dans un moyen de portage, hein, j'entends, parce que il arrive que les bébés n'en aient pas spécial, enfin, en tout cas, n'en éprouvent pas le besoin, ne le signalent pas à leurs parents. Il y a des bébés très calmes qui acceptent d'être posés tranquillement dans leur couffin ou au sol. Il y a des bébés qui sont beaucoup plus demandeurs des bras que d'autres, ce qui est encore une fois tout à fait normal. C'est important de le souligner. Donc vraiment, ça vient répondre déjà à un besoin du parent, on va dire, avant de répondre à un besoin du bébé. Les avantages sont multiples pour chacun, mais tous les bébés sont très différents. Vous le savez, chez Fedodo, on est vraiment sur du cas par cas. Donc un bébé qui est en besoin d'être porté, on trouve souvent en face un parent qui a besoin de porter son bébé et qui ne sait pas trop comment faire. Donc c'est là où j'interviens. Et bon, je me rappelle plus du tout de la suite des questions. Par contre, je suis désolée. Bah, là, en l'occurrence, je vous demandais justement l'intérêt de ce que ça pouvait apporter en fait pour le porteur et l'intérêt pour bébé. Moi, j'avais justement entendu dire que le fait de pouvoir porter son bébé, ça permettait effectivement de le mettre encore plus en sécurité, mais aussi au niveau de la production hormonale. C'est-à-dire que ça favorisait la production de certaines hormones entre le bébé, le parent qui le porte, etc. Et que c'était assez marqué. Est-ce qu'il y a des études? Est-ce que vous avez déjà lu ou vu des choses à ce niveau-là pour confirmer ou infirmer ça? Alors forcément, oui, le portage, pardon, le portage répond à un besoin fondamental du nouveau-né qui est le besoin de sécurité. Donc forcément, contre son porteur, il va retrouver des sensations qu'il a pu retrouver dans le ventre de sa mère. Encore plus si on porte un bébé dès la naissance, les sensations sont démultipliées. Donc on retrouve l'odeur, le battement du cœur, le son, la voix, en tout cas, qui était familière pour cet enfant. Donc là, en termes de sécurité, on répond vraiment à 100% de ses besoins à la naissance. Porter son bébé, c'est sécréter davantage d'ocytocine. Donc l'ocytocine, l'hormone du bonheur,
l'hormone que l'on sécrète donc lors de l'accouchement, l'hormone de l'allaitement. Donc forcément, là notamment, si je m'arrête sur l'allaitement, le portage des bébés, notamment donc pour la maman, va favoriser l'allaitement. Ça, c'est un des gros avantages du portage. Ça va vraiment, notamment pour les mamans qui ont un petit peu du mal à mettre en place leur allaitement. La proximité avec l'enfant, en tout cas, est reconnue. Euh, voilà, c'est connu que porter favorise l'allaitement. Cette hormone, on en a besoin aussi, l'enfant en a besoin à la naissance, l'hormone du bonheur. On en a tous besoin, d'ailleurs, mais c'est une des hormones qu'on préfère en tout cas. Oui, et même d'ailleurs pour le sommeil, pour les parents Oui, aussi, voilà. en tout cas pour le porteur. L'ocytocine, c'est quand même une super hormone, il faut bien le préciser. Tout à fait. On a souvent plus de chances en portage d'avoir un bébé qui fait des longues siestes qu'un enfant dans son lit. Alors je veux pas du tout prôner les siestes, absolument toutes les siestes en portage, mais en tout cas, les bébés en portage proches de leurs parents font souvent des siestes beaucoup plus longues. Enfin, j'en parle parce que je l'ai vraiment vécu au quotidien avec ma fille. Un enfant qui Mmh. faisait 3 heures de sieste en portage et juste une demi-heure dans son lit. Oui, puis probablement qu'elle était habituée justement et qu'elle avait mis en place toutes ces petites, stratégies de sommeil, pour mieux dormir, en tout cas, en portage. Et est-ce qu'il y a des bébés, parce que vous évoquiez tout à l'heure, est-ce qu'il y a des bébés qui n'aiment pas le portage? Alors, j'ai beaucoup de parents qui m'appellent en me disant j'ai besoin de vous parce que j'ai l'impression que mon bébé n'aime pas ça. Alors, avant d'arriver à cette conclusion, on va déjà vérifier plusieurs choses. La première, ça va être vérifier l'installation. Déjà voir si le bébé est installé correctement, en position physiologique, voilà, dans une position qui peut vraiment favoriser son confort et son besoin. Donc, déjà, premièrement, on essaye une installation pour voir comment bébé réagit. Souvent, souvent, ça résout beaucoup de problèmes. Ensuite, bon, imaginons que ça ne fonctionne pas. On va se pencher vers peut-être une installation qui favorise, enfin, qui demande un petit peu trop au bébé de participer, c'est-à-dire l'installation qui est trop longue. Dans ce cas, on va aménager, on va trouver un autre moyen de portage qui va pouvoir permettre une installation un petit peu plus facile et rapide. Il existe beaucoup de choses, donc pour pouvoir trouver une solution. Ensuite, si ça ne fonctionne vraiment pas, souvent, ces personnes-là qui pensent que leur bébé n'aime pas être porté, ce sont des parents qui commencent à porter plus tard, par exemple vers 2-3 mois. Alors, ça paraît pas grand-chose, mais un enfant qui n'est pas habitué à être porté dès la naissance, ben, il va falloir le réhabituer en fait à être porté un petit peu plus tard. Donc, ça va commencer par installer des courtes périodes de portage, ne pas installer bébé pendant qu'il pleure pour qu'il puisse associer cette installation à quelque chose de positif. Voilà, il y a pas mal de petits conseils qu'on peut mettre autour de ça. Et puis ensuite, la dernière chose dont je voulais parler par rapport à ça, ça va être peut-être des bébés qui souffrent du ventre, qui ont des petits reflux ou bien des RGO diagnostiqués. Donc, dans tous les cas, moi, je suis pas du tout apte à donner des conseils de santé. En tout cas, je peux orienter les parents vers des professionnels quand je vois que un bébé ne supporte pas d'être en position ventrale face à son porteur. On sent des bébés qui parfois se tendent ou qui partent en arrière. C'est souvent parfois caractéristique des bébés qui ont des douleurs au ventre, qui ont des reflux. Et c'est vrai que dans ce cas-là, il va falloir changer la position, en tout cas trouver des modes de portage un petit peu différents. Et pour ces bébés-là, quand on a un diagnostic, on peut aménager l'installation, les mettre plutôt de profil, éviter le ventre à ventre. Voilà, c'est plein de plein de choses, en tout cas, où on peut réfléchir avant de tirer une conclusion. Mon bébé n'aime pas ça. Après, on a aussi des bébés, c'est plus rare, mais on a des enfants qui ont juste envie d'être tranquilles et qui sont bien couchés dans leur berceau ou au sol.
Et en fait, c'est OK. Est-ce que vous pouvez peut-être dans les grandes lignes nous présenter finalement les grandes familles les grands types de portage pour qu'on puisse se représenter un petit peu ce qu'on peut, vers quoi on peut se diriger lorsqu'on veut porter bébé? Oui, bien sûr. Alors, voilà, c'est très très large, mais là on va peut-être rester sur, comme vous dites, les grandes familles. On va commencer par ce que tout le monde connaît, donc c'est les écharpes de portage. Dans les écharpes de portage, on retrouve les écharpes qui sont tissées, donc les écharpes qui sont bien rigides, et les écharpes extensibles. Donc les deux sont utilisables dès la naissance, sans aucun problème. Ça ne force pas sur l'écart des hanches de bébé. Et voilà, chacune ont leurs petits avantages et leurs petits inconvénients. L'écharpe extensible sera utilisable surtout sur la partie nouveau-né. Ensuite, il faudra réinvestir si on souhaite continuer à porter. L'écharpe tissée, elle, un petit peu plus rigide, mais utilisable du début à la fin du portage. C'est souvent une question voilà, de confort et de budget. Ensuite, on retrouve donc le sling. C'est ce fameux moyen de portage qui est asymétrique avec un anneau. Donc, on est vraiment sur un moyen de portage qui est plutôt d'appoint, que je recommande pas pour les balades, mais plutôt pour son côté très rapide et pratique à installer. Donc, on l'utilisera pour faire des courts trajets, pour des sessions courtes à la maison, pour apaiser son bébé, etc. Si on sait qu'on va pas porter voilà, plus d'une demi-heure avec, c'est un super outil au quotidien. Alors du coup, quelle est la différence entre l'écharpe que vous avez citée juste avant et le sling? Alors, l'écharpe va permettre un mode de portage bien symétrique sur les deux épaules. Donc Hmm. vraiment, l'écharpe pour partir en balade, c'est top. On sera bien confortable, on ne souffrira pas. Par rapport au sling, qui lui est un moyen de portage asymétrique, donc il n'y a qu'une seule épaule qui va porter. Donc forcément, le poids ne sera réparti que d'un côté. Et sur une balade, voilà, je promets pas d'être hyper confortable tout le long. Par rapport au porteur, en fait. Plutôt par rapport au porteur que par rapport au fait que par rapport à bébé. En fait, ça dépend si on l'utilise bien ou pas. C'est plus inconfortable parce que c'est asymétrique. Absolument. Donc là, D'accord. vraiment, le bébé est installé. Pour lui, le confort est le même dans les trois moyens de portage que je viens de citer, si l'installation, bien sûr, est correcte. Et ensuite, là, on est vraiment sur un confort au niveau du porteur qui va changer. D'accord, ok. Donc l'écharpe ou le sling, ok. Oui. Et ensuite, on se dirige vers des moyens de portage qui ressemblent un petit peu plus à des porte-bébés. Entre l'écharpe et le porte-bébé, on a ce qu'on appelle le Meitai. Donc le Meitai, c'est selon les modèles, on a soit un clip à la ceinture ou bien un nouage à la ceinture. Et ensuite, on a deux pans à nouer dans le dos. Donc là, on vient positionner son bébé comme dans un porte-bébé avec un tablier qui remonte jusqu'à sa nuque. Et ensuite, on a deux pans à croiser dans le dos qui sont vraiment similaires aux pans d'une écharpe. C'est pour ça que le confort est très similaire. La rapidité d'installation, pour le coup, il y a pas photo entre une écharpe et un Meitaï. Les parents adorent généralement parce qu'ils retrouvent vraiment la sensation de l'écharpe avec une rapidité d'installation d'un porte-bébé. Euh, Généralement, voilà, c'est un des produits qui fonctionne plutôt pas mal en atelier. Et ensuite, on se dirige vers le porte-bébé préformé qu'on appelle, qui est pour le coup un clip à la ceinture et puis deux bretelles à clipper dans le dos. Et encore une fois, je pourrais vraiment m'étendre sur le fait que on a des porte-bébés qui sont utilisables dès la naissance, parce que le monde du portage a tellement évolué, les marques se sont vraiment adaptées et proposent aujourd'hui des moyens de portage, des porte-bébés en tout cas préformés, qui sont utilisables très très tôt et d'autres jusqu'à très très tard. Mais voilà un petit peu les grandes familles qui existent. C'est celle qu'on voit généralement en atelier. Ensuite, on a des accessoires comme l'aide au portage à bras, etc., qu'on peut voir aussi sur des ateliers un petit peu plus spécifiques de perfectionnement. Alors quand on parle de porte-bébé, du coup, c'est le préformé, c'est ça, c'est la même chose? Ou alors est-ce qu'il y a le porte-bébé tout court ou le préformé ou non?
Non, alors le porte-bébé, c'est un porte-bébé préformé. C'est comme Ah, si on supprimait le mot porte-bébé parce que finalement une écharpe, c'est aussi un porte-bébé, donc ça peut parfois être ambigu. Mais donc, si vous, on peut parler de préformé. C'est tout simplement un, oui, un porte-bébé comme on a l'habitude de les voir, encore que il y a tellement de modèles et de marques différentes qu'il faut faire aussi attention un petit peu à ce qu'on achète. du coup, vous faites un super pont par rapport à ma prochaine question. Je voulais vous demander s'il y avait quelque chose justement à faire attention en tant que porteur, à faire attention vis-à-vis de bébé. Moi, j'ai souvenir quand j'ai découvert le portage pour mon premier petit garçon, on m'avait dit de faire très attention par rapport à son bassin, aux hanches, mais ça dépendait aussi de l'âge. Et puis faire attention par rapport à sa tête, est-ce qu'on met quelque chose derrière sa nuque en fait? Est-ce qu'on roule quelque chose derrière sa nuque? Est-ce qu'on peut faire sortir un bras? Enfin, en gros, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Donc, concernant la sécurité et ce que doit offrir un moyen de portage, avant d'acheter, en tout cas, on a quelques pistes à pouvoir explorer. La première, c'est que ce n'est pas le moyen de portage qui fait que votre bébé est installé dans une position physiologique. On peut très bien utiliser une écharpe de portage, entre guillemets, mal installer son bébé dedans, en tout cas ne pas savoir. Et on aura un bébé qui n'est pas en position physiologique, avec des règles de sécurité qui ne seront pas respectées, etc. C'est pour ça que c'est toujours bien important de rencontrer, mais pourquoi pas une monitrice de portage, ou bien, si on n'a pas le budget, de se renseigner vraiment sur les règles de sécurité en portage, parce que c'est vraiment assez important. Mais si je dois résumer ce que doit proposer un porte-bébé pour être sécuritaire et en tout cas pour respecter la physiologie de l'enfant, ça va être déjà respecter la base, c'est la position physiologique de l'enfant. Donc la position physiologique, c'est une position qui est à la verticale, en position accroupie, donc avec le tissu qui va passer au creux des genoux, qui va permettre ensuite donc un bel enroulement du dos et la tête de bébé qui viendra se poser tout naturellement contre nous, avec les deux petites mains près du visage. On retrouve là vraiment cette position fœtale que le bébé avait dans le ventre de sa mère. On ne force pas sur l'écart des hanches du bébé qui vient de naître. Donc on a un bébé qui est très enroulé, qui est souvent accroupi naturellement avec les genoux bien remontés. Donc le moyen de portage, vraiment, que ce soit une écharpe, un porte-bébé, un sling, peu importe, ne devra pas forcer sur l'écart des hanches du bébé. Si on doit lui ouvrir les jambes, c'est que déjà ça ne convient pas. Donc ça, c'est la position physiologique que doit proposer le porte-bébé. Ok, c'est quand vraiment bébé est tout petit qu'on monte jusqu'au cou. Alors, cette position physiologique, c'est la Oui. position que l'on utilise, peu importe l'âge de l'enfant. Un enfant qui vient de naître, un enfant de 2 ans, 3 ans, sera installé dans la même position. La seule différence, ça va être que le nouveau-né donc, n'est pas tonique et pas musclé encore, donc il va s'arrondir et poser sa tête contre le porteur. Petit à petit, au fil des mois, il va redresser son dos, il va tenir sa tête tout seul. C'est vraiment la seule chose qui va changer entre une installation nouveau-né et une installation avec un bambin, par exemple, où le bambin pourra sortir ses bras s'il a envie. Au niveau des jambes, vous disiez que du coup, il fallait pas forcer l'écartement des jambes, mais effectivement, l'enfant va grandir. Du coup, comme vous l'avez cité plus tôt, sur le côté, mais du coup de façon assez naturelle, quand on le met sur le côté, les jambes sont plus écartées. Oui, en fait, si vous voulez, c'est le. Donc, j'allais en arriver aussi à ce que doit proposer un moyen de portage pour pouvoir évoluer avec l'enfant au fil du portage. C'est-à-dire que le repère, ça va toujours être le creux des genoux. Un bébé, un nouveau-né, donc, aura les jambes bien regroupées avec le tissu toujours au creux des genoux. L'enfant qui grandit va forcément avoir un écart des hanches qui s'agrandit petit à petit. Donc là, le moyen de portage va devoir évoluer avec l'enfant et proposer toujours un tissu qui arrive au creux des genoux. Donc pour les porte-bébés, ça va être des systèmes de scratch ou bien de boutons pression pour pouvoir, en tout cas, élargir l'assise au fur et à mesure que le bébé va grandir. Pareil avec le tissu qui devrait arriver toujours au niveau du ras de la nuque.
Donc ça, c'est ce qui fait qu'un porte-bébé préformé, en tout cas, ou un porte-bébé est évolutif et grandit avec l'enfant, parce que, comme vous venez de le dire, plus l'enfant grandit, plus on peut adapter les positions de portage. On peut porter un nouveau-né en ventral, on peut aussi le porter un petit peu sur le côté avec un sling, par exemple, toujours avec les jambes bien regroupées. Quand il sera plus grand, il pourra, s'il le veut, mettre une jambe de chaque côté. Euh, il n'y aura aucun souci, mais ça ne change pas que la position restera physiologique, qu'il vienne de naître ou qu'il ait 3 ans ou 4 ans. Donc il faut vraiment se fier à l'âge de l'enfant et quand lui peut naturellement positionner ses jambes autrement, c'est ça? Après, c'est vrai que ce terme physiologique, on l'entend beaucoup. C'est pas toujours évident de se rendre compte ce que ça veut dire. Peut-être que vous souhaitez le préciser. Physiologique, c'est parce que ça correspond à ce que le corps peut faire naturellement, c'est bien ça? Alors, en termes de portage, quand on parle de physiologie de l'enfant, c'est le respect de sa morphologie et de son corps, en fait, tout simplement, à la naissance. La physiologie du nouveau-né, c'est d'être le dos bien arrondi, les genoux regroupés et bien accroupis. Donc là, c'est ce qu'on appelle la position physiologique. Donc c'est vrai qu'on n'a peut-être pas la même définition de la physiologie. C'est pour ça que c'est important de le préciser. En portage, pour nous, c'est ça la position physiologique en tout cas. Ok, alors là vous avez évoqué la position de bébé, donc il est devant, sur le ventre de sa maman, plaqué contre son parent en tout cas. Ou ça peut être sinon sur le côté, on vient d'en parler, mais est-ce qu'il y a un intérêt à le porter plutôt dans le dos aussi? Parce qu'on en voit des parents qui portent les bébés dans le dos. Est-ce que ça a les mêmes avantages? Est-ce que c'est aussi sécurisant pour bébé? Alors oui, donc le portage d'eau, on peut en parler parce que c'est vraiment un atelier à part entière. Le, En soi, on peut porter un bébé dans le dos dès la naissance. Donc ça, en écharpe, on peut le faire. Maintenant, la question à se poser quand on veut faire du portage d'eau, c'est déjà est-ce qu'on en a envie et est-ce qu'on est prêt? Ou alors, est-ce qu'on n'a pas envie parce qu'on a peur ou bien on n'a pas envie juste parce qu'on a envie d'avoir son bébé contre soi, on préfère l'avoir devant. Donc, dans la plupart, enfin, si je dois faire une généralité, on porte les bébés dans le dos. Allez, quand le bébé déjà tient bien sa tête et quand on a un tonus assez important pour que le bébé tienne bien son dos, soit assez musclé pour tenir dans le dos, sans voilà, qu'on ait peur d'avoir la tête qui ballotte. Souvent, c'est ce qui fait le plus peur aux parents. Porter dans le dos, ça a vraiment de beaux avantages. Déjà, un bébé qui grandit devant, il prend de plus en plus de place. Donc, nous, on voit de moins en moins nos pieds. Donc, porter bébé dans le dos, déjà, pour nous, ça va peut-être être sécurisant lors d'une balade. On va voir où est-ce qu'on peut poser les pieds en sécurité. Porter bébé dans le dos, ça va nous permettre aussi de nous libérer le devant pour pouvoir faire, par exemple, des tâches à la maison qu'on ne pourrait pas faire avec un bébé de devant qui commence à prendre de plus en plus de place. J'ai pas mal de mamans qui me disent oh là là, je l'ai mis dans le dos, j'ai pu étendre mon linge tranquille. Voilà, c'est assez basique, mais quand on a un bébé qui a besoin de nous, qu'on a envie de répondre à son besoin et qu'en plus de ça, on a plein de choses à faire, souvent, mettre bébé dans le dos, ça va vraiment nous libérer. Là, côté porteur, pour le coup, on va se placer au niveau des avantages. Au niveau des avantages pour l'enfant, ils seront relativement les mêmes, qu'ils soient devant ou derrière, tant qu'il est installé dans une bonne position. Là, on est vraiment sur des avantages côté porteur pour le dos. Alors il y a une question qu'on peut se poser. Là, on parlait justement de bébé qui grandit, qui prend de plus en plus de place. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a du coup un âge limite ou alors finalement ça va plus dépendre du porteur? Est-ce que bébé, donc si finalement il est trop lourd, on peut pas le porter ou même s'il est lourd mais que le porteur est costaud, on peut porter un enfant jusque tard finalement? Alors, la limite en fait qu'on va se fixer, ça va être la nôtre et ça va être une limite forcément différente d'une famille à l'autre. Ça va être aussi différent d'un enfant à l'autre. Les besoins seront sûrement différents. Il y a des bébés qui, dès qu'ils trouvent la marche, ne ressentent plus du tout le besoin de revenir en portage. D'autres qui sont habitués et qui ont besoin
de ce sentiment de sécurité pendant de nombreuses années. Donc là, si on souhaite porter un enfant plus grand, il faut savoir qu'il y a des porte-bébés qui existent jusqu'à 6-7 ans. Voilà, donc là, très clairement, on est sur du ponctuel, mais sur un départ en vacances avec une randonnée de prévue, par exemple, il faut avouer que il y a des enfants voilà, un enfant qui vient de marcher, il fera pas forcément 3, 4 ou 5 kilomètres à pied. Donc, un petit tour dans le porte-bébé, souvent, ça peut sauver les sorties. Oui, puis j'imagine que ça dépend aussi du poids de l'enfant et de qui porte. Je comprends. Oui, aussi beaucoup. Daphné, est-ce que ça vous dit qu'on fasse un petit tour du monde? J'ai la sensation que d'après ce que j'ai pu lire sur le sujet, des différentes habitudes de portage, qu'elles peuvent varier en fait en fonction des cultures ou des pays, des régions du monde. Est-ce que vous avez envie de nous en dire quelques mots? Oui, alors c'est vrai que le portage en France, c'est quelque chose qui revient un petit peu. J'aime pas trop le terme de à la mode, mais en tout cas, on a eu une période assez longue où la poussette était mise à l'honneur. On revient depuis quelques années au portage, même si ça a quand même toujours existé. Et bah, il faut savoir que dans le monde, dans certaines cultures, bah, le portage a toujours existé. Les outils pour porter bébé sont très différents. L'entourage aussi, les personnes qui portent les enfants aussi peuvent être très différents. Nous, en France, on est très parents en fait pour porter, mais dans certains pays, c'est tout un village qui élève un enfant. Donc, on retrouve les tantes, les amis, la famille qui portent les enfants des unes et des autres sans aucun problème. C'est très culturel. Après, on a forcément différents moyens de portage qu'on retrouve un petit peu moins en France, qui existent dans d'autres pays. En France, par exemple, on a le Meitai, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un moyen de portage asiatique. On l'a un petit peu adapté, un petit peu modifié, notamment avec un clip à la ceinture, mais les moyens de portage traditionnels, les Meitai, viennent d'Asie. Donc voilà, on pioche un petit peu par-ci, par-là. Récemment aussi, on a eu le retour en France du pagne, le pagne de portage avec certaines marques également qui l'ont adapté pour le rendre un petit peu plus accessible et simple d'utilisation pour nous. Mais le pagne donc, qu'on retrouve dans certains pays d'Afrique, notamment avec des femmes qui portent des bébés, pour le coup, dès la naissance dans le dos. En France, certaines personnes ne sont pas encore prêtes pour ce genre de pratique, mais ça dépend de tellement de choses, de l'activité, du besoin qu'on a de porter, des congés, etc. C'est un sujet qui, qui peut être très, 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 très vaste. J'entends. Juste par curiosité, c'est quoi le pagne? Alors, le pagne, c'est un tissu en wax, généralement, qu'on retrouve en Afrique. Et en fait, c'est un tissu dans lequel elle porte bébé dans le dos avec un nouage assez simple. Elles ont l'habitude et pour nous, ça peut paraître un petit peu plus compliqué et, et impressionnant. Mais voilà, en France, ça a été adapté. C'est vrai que c'est difficile d'en parler sans donner d'image. Mais voilà, il a été adapté en France, ça s'appelle le Mbotu, pour avoir des lanières justement à nouer un petit peu plus facilement avec la sensation du portage en pagne, qui est encore une sensation très différente quand nous, on a l'habitude de porter nos bébés très haut dans le dos. Le portage en pagne se fait très bas dans le dos. Donc la sensation, quand on débute avec ça, peut être vraiment étrange. D'accord, ouais, c'est très intéressant. Merci beaucoup, Daphné. On va tout doucement à la fin de cet épisode, mais je voulais bien sûr vous laisser le mot de la fin. Est-ce que vous souhaitez partager quelque chose? Peut-être encore un dernier conseil ou un dernier élément que vous aviez envie de donner à nos auditrices et auditeurs aujourd'hui? Alors oui, bon, il y aurait tellement de choses. On a déjà balayé énormément de sujets liés au portage. Mais en tout cas, vu que dans ce podcast, on s'adresse vraiment aux parents qui souhaiteraient débuter et qui n'ont
pas ou peu d'informations, en tout cas concernant le portage. Peut-être éviter Internet et le choix parfois que l'on peut y trouver, les avis divers qu'on peut trouver aussi sur certains forums, les avis culpabilisants. N'hésitez pas à vous tourner vraiment vers une monitrice de portage. Il y a un réseau qui est assez énorme maintenant en France. Il y a des monitrices de portage dans quasiment toutes les villes. Et ce serait vraiment dommage de passer à côté de cette belle aventure parce qu'on manque d'informations ou parce qu'on a reçu un mauvais conseil. Donc vraiment, c'est une aventure qui est assez extraordinaire, en tout cas quand on a envie de materner son enfant. Voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers les monitrices de portage. Il y en a assez qui pourront vous accompagner de manière bienveillante et éclairée, en tout cas, dans ce beau chemin. Merci, oui, vous avez raison. C'est une remarque vraiment, vraiment intéressante, vraiment judicieuse pour les parents qui nous écoutent. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit rechercher sur Internet ? On tape juste monitrice de portage avec le nom de la ville pour trouver quelqu'un à côté de chez nous ? Ou est-ce qu'il y a un réseau aujourd'hui justement qui est recensé avec un annuaire, par exemple, des monitrices de portage pour se faire conseiller, pour être bien accompagné ? Pour trouver une monitrice de portage, il y a plusieurs solutions. Alors déjà, je recommande toujours d'en parler peut-être à sa sage-femme, personne que l'on voit en tout cas le plus quand on a un petit bébé. Donc souvent les sages-femmes connaissent l'existence des monitrices de portage. Ensuite on peut rechercher sur Google mais vraiment le terme monitrice de portage avec le nom de sa ville. On doit pouvoir trouver. Et ensuite, on n'a pas encore d'annuaire officiel, mais certaines marques d'écharpes proposent des petits annuaires en ligne qui ne sont pas toujours à jour. Donc, vraiment, je pense que en parlant à sa sage-femme, à un professionnel de santé en qui on a confiance, et en faisant cette petite recherche sur Internet, en s'assurant vraiment qu'on a affaire à une monitrice de portage formée, demander peut-être par quelle école elle a été formée. On peut aussi demander l'attestation de formation si on a un doute, mais on trouve assez facilement. Ah oui, d'accord, je ne savais pas qu'il y avait des écoles. Donc on peut demander à l'école, auprès d'écoles, les monitrices de portage ont été formées. D'accord, ok, super intéressant. Merci beaucoup Daphné. Je le précise parce que tout à l'heure, vous avez évoqué que vous interveniez à domicile. Je sais que vous faites aussi des ateliers. Donc vous proposez aussi des services en ligne. Et d'ailleurs, nous avons enregistré un autre épisode ensemble sur Allo fait dodo où on parlait de tout ça, où vous partagiez justement ce que vous présentiez aux parents. Et pour qu'on puisse retrouver toutes les informations sur vous, sur votre activité, les parents peuvent se référer à cet autre épisode. Et puis, bien sûr, je mettrai aussi tous les éléments en description de cet échange-là aujourd'hui. Super, merci beaucoup. Merci à vous pour votre temps, Daphné, et puis bonne continuation. Oui, au revoir. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fedodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo fait dodo ? Alors dites-le nous. Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt.